le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire. Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Roxy. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, on est où là? Biarritz, Surfing Bitcoin 2023, 4e année qu'on y est. Il fait moins beau que les autres années, mais toujours aussi bien. Donc conférence de référence dans tous les cas pour l'écosystème français. On a une petite bière à la main. C'est la fin de Surfing et c'était très sympa. C'est vrai pour la première fois que je fais une interview un peu avec une petite bière à la main, mais on s'est dit que c'est bonne ambiance, voilà. C'est bientôt la closing de Surfing d'ailleurs, donc on se fait plaisir. T'as fait les 4 conférences, donc les 4 éditions? Ouais, en fait, c'est Surfing qui ont lancé Découvre Bitcoin, parce que Surfing, donc Stacking Sats et Découvre Bitcoin, on a créé la boîte à peu près en même temps. Et je lançais la chaîne YouTube. 3e vidéo, je parle du DCA. Et là, je reçois un appel d'un mec que je connais pas, Jonathan. Et il me fait « Salut Roxy, je viens de voir ta vidéo, qu'est-ce que tu fais le 24 octobre ?» Moi, je lui réponds « Je viens de voir. » Classique. Et il me fait « Super, je fais une conférence à Biarritz. » Pas de souci, j'arrive. Et je me suis retrouvé avec les Gilles, les Théo Meugenet, qui connaissaient personne, et c'est la première fois que j'ai rencontré Yori, qui est un peu tout le gratin vraiment français. Au tout début, donc. Au tout début, j'avais 27 abonnés. Il y avait déjà un écosystème Bitcoin à ce moment-là en France? C'était déjà assez développé? Pas du tout? C'était plus crypto, tu vois, moi j'aime bien séparer les deux industries, comme tu sais. On est en 2019, c'est ça? On est en 2019, ouais, de tout début, fin 2019. Et il y avait un écosystème, il était déjà là, il était déjà présent, il y avait déjà des OG qui avaient déjà fait leur temps et tout le bazar. Et moi j'arrivais comme le petit nouveau qui arrive de nulle part. Et comment c'était? Tempête plus Covid pour le premier Surfing. Donc vraiment, ils ont pas eu de bol. Et puis après, sur les autres années, ils ont step up. C'était pas au casino, maintenant c'est au casino. Donc maintenant, il y a un cadre incroyable. Il est magnifique, le cadre. On est passé de 200 personnes à 1000 personnes. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ils ont bien avancé, les petits. C'est une conférence que tu raterais pour rien au monde? Ça fait 4 étés d'affilée à Biarritz. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être que je ferai des pauses, mais je pense que Découvre Bitcoin sera toujours représenté ici. Et j'espère qu'ils pourront tenir aussi longtemps qu'ils peuvent. Alors, je te propose qu'on focus un petit peu et qu'on commence donc par la personne derrière Découvre Bitcoin, par toi, Roxy. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Roxy, donc je suis créateur de Découvre Bitcoin. Donc je suis français de base, mais j'ai toujours voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir partir très tôt en Amérique centrale du Sud pour changer un petit peu mes esprits. Et ensuite, j'ai fait mes études au Canada 4 ans et tout de suite, j'ai découvert Bitcoin. J'ai voulu entreprendre. J'avais d'autres startups avant qui avaient un petit peu raté. Puis après, Bitcoin a été comme une voie logique. Ça répondait à plein de problématiques que j'avais dans ma vie. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'être full-time Bitcoin. Et en finissant mes études universitaires, du coup, j'ai commencé à découvrir Bitcoin. Enfin, j'ai commencé à bosser dans Bitcoin. On est en quelle année? On est en 2017, découverte de Bitcoin, fin de mes études 2018, lancé de la boîte. Excuse-moi, mais t'étais au Canada, tu m'as dit? Ouais, Montréal. À Montréal? En 2018, t'as fini tes études? Ouais. T'étais où à Montréal? Concordia. Ah, moi j'ai fini à l'UDM en 2018, mes études. J'avais beaucoup d'amis qui étaient là-bas et Il est possible qu'on se soit croisés. Comme quoi, le monde est petit. Ouais, moi aussi, j'ai fait 5 ans justement là-bas. Ouais, le monde très très petit d'ailleurs. Typique. Hier, je me balade dans la conférence et là je vois un gars débarquer que j'avais pas vu depuis 5 ans à Montréal. Il est pas du tout crypto, rien du tout, tu vois. Et il me dit bah non, j'ai juste vu le panneau et je suis rentré. Et ils ont même pas demandé le bracelet, rien du tout. Il est juste rentré comme ça. Et incroyable, vraiment, c'était. Et il me dit ouais, c'est la première fois de ma vie que je viens à Biarritz et tout. Et on se retrouve dans le salon. Enfin, voilà, c'était assez dingue. Tu nous disais que t'as eu des problèmes éthiques dans ta vie qui t'ont fait mener à Bitcoin. Éthique, c'est plus des réflexions globales que j'ai pu expérimenter. J'aime bien questionner un petit peu tout. Le système bancaire, il m'intéressait énormément. J'étudiais la finance, j'étais passionné par ce sujet. Et donc à chaque fois que je voyais des crises, à chaque fois que je voyais des manipulations de marché, à chaque fois que je voyais des choses comme ça, j'étais en mode ok, mais pourquoi on en est là? Pourquoi il y a de l'inflation? L'or c'est cool, pourquoi on l'utilise plus? Mais en même temps, ça veut dire qu'ils impriment. Donc il y avait cette problématique un peu monétaire qui me taraudait toujours. Et après, ma famille a pas mal souffert pendant la crise de 2009 et les banques nous ont fait des coups de très bas qui a mis en péril pas mal de trucs. Et donc forcément, j'ai grandi un petit peu avec cette pas haine des banques, mais un petit peu cet a priori, méfiance, cet a priori sur, c'est peut-être pas la solution, tu vois. Et utiliser le moins possible le système bancaire, utiliser le cash, ça m'a toujours paru comme étant logique. Et donc Bitcoin est arrivé comme en fait, ok, c'est bon, on a la technologie pour se passer des banques, mais à une échelle mondiale, électroniquement, quoi. C'est assez ouf. Comment exactement tu as découvert Bitcoin? Justement à Montréal, du coup, un prof d'éco en finance
qui parle du trading de monnaie étrangère. Et à un moment, il y a une slide en mode oui, il existe également Bitcoin qui se trade et c'est cette monnaie qui vaut rien, qui est utilisée par les criminels. Il disait qu'il vaut rien dans la... Ça vaut rien, c'est utilisé par les criminels, c'est une bulle spéculative et ça n'a aucune adoption institutionnelle comparée à toutes les monnaies que je viens de vous expliquer sérieuses, tu vois. Et toi, comme t'es curieux et un peu méfiant, tu t'es dit hop, allez, on plonge. Exactement, je n'aimais pas trop le prof et il me dit ça, le soir même je vais sur internet, je retape Bitcoin, j'avais déjà entendu une fois mais il y a très longtemps, tu sais, un mec qui m'a en parlé. On a tous entendu parler de Bitcoin en 2011, 2012. Un pote pour acheter des couteaux sur Counter-Strike, tu vois, un petit peu le truc. Et là, je tombe sur les vidéos d'Andreas Antonopoulos, et je les bouffe toute la nuit. C'est quelqu'un, ça, Andreas. Ouais, il m'a transformé. Là, c'était logique. Et en fait, et comme je disais, j'avais déjà cette méfiance, donc je cherchais une alternative. Et Bitcoin a rempli toutes les cases. Et de là, j'ai commencé à pousser, essayer de prouver que ça marcherait pas. Et à un moment, je me suis dit, en fait, ce truc, ça marche. Et terminé. Genre, la petite anecdote que j'aime bien dire, c'est le lendemain. J'ai envoyé un mail à mon père, je pense comme ça, peut-être ma mère, en lui disant ça y est, j'ai trouvé ma voie, ce truc va changer le monde, je vais rentrer en France et travailler dedans. Le lendemain. Le lendemain, j'ai découvert Bitcoin, je suis rentré chez moi. Une nuit d'Antonopoulos et tu t'es hop. J'ai fait une nuit d'Antonopoulos et le lendemain j'étais en mode ok, c'est terminé, ça c'est le futur. Tu vois. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'il devient Antonopoulos? Ça fait un bout de temps là qu'on n'a plus trop de nouvelles. Il s'est complètement déconnecté de tous les réseaux. Il continue à faire son B2C, donc tu peux prendre des cours particuliers chez lui. Il a genre 3 petites formules. C'est des cours de quelques heures en ligne. Il a des profs qui accompagnent les débutants. Donc je pense qu'il fait ça. Et il continue à écrire des bouquins. Il est co-auteur de Mastering Lightning. J'avais essayé de lire Mastering Bitcoin, mais c'était très compliqué. Après, il a fait Mastering Ethereum, je crois. C'est ça. Et là, donc, il y a eu un petit clash avec les maxis. Et à ce moment-là, il s'est un peu retiré. C'était un petit peu le trop, tu sais. Et puis, il a donné. Franchement, moi, je comprends le départ d'Andreas. Moi, l'Internet de l'argent, pour moi, c'est un des livres que je recommande à tout le monde. Quand quelqu'un me dit, OK, comment je peux commencer? Internet de l'argent avant les talons Bitcoin. C'est une vraie référence. C'est simple, tu le donnes à ta mère, ta tante, peu importe, ils vont le lire vite. Et c'est facilement lisible en fait, c'est ultra facile. C'est une histoire qu'il raconte. Et après, Andreas a tellement donné qu'on ne peut pas lui en vouloir d'être parti et il a bien fait. Et si un jour j'ai la chance d'interviewer Andreas, ce serait incroyable. Mais en attendant, je vous conseille quand même tous de au moins prendre le temps de lire ou d'offrir à quelqu'un qui s'intéresse un peu à Bitcoin l'Internet de l'argent en français. Très bon livre. Ok. C'est quoi un Bitcoin Maxi, Roxy? Ah, compliqué. Un Bitcoin Maxi, c'est quelqu'un qui va finalement se désintéresser complètement d'un autre pan de notre écosystème, qui est l'écosystème crypto, NFC, tokenisation, ce genre de choses. Il va se dire finalement, ou j'ai pas assez de temps et il y a que Bitcoin qui m'intéresse, ou il va se dire, j'ai un peu regardé tout et finalement il y a plein de trucs qui ne m'intéressent pas. Ça peut être quelqu'un d'aigri qui a perdu en tradant et qui dit finalement tout ça c'est de la merde, je me rattrape que sur Bitcoin. Au final c'est quelqu'un qui vraiment considère que Bitcoin est l'alternative la plus sérieuse, si ce n'est la seule, et du coup il va un petit peu arrêter à travers, il va complètement arrêter en fait de regarder les news de tous les autres tokens, de tout l'autre monde, de tout l'autre pan, et se concentrer que sur Bitcoin. C'est à peu près comme ça que je décrirais. Ok, tu te considères comme un Bitcoin Maxi? Je sais que les gens me considèrent comme un Bitcoin Maxi. Je pense qu'aujourd'hui, si je fais cette définition, je le suis. J'ai encore quelques cryptos que j'avais de mon passé. Je les vends pas parce que tant pis, c'est ma décision. Je fais plus trop attention à l'autre écosystème. Genre, je suis plus assez éduqué, je regarde plus assez les contenus, donc je pourrais pas avoir des débats très poussés avec des gens de l'univers crypto parce qu'ils vont avoir des arguments que je vais pas pouvoir comprendre. Et de la même façon, eux, ils sont pas assez poussés dans Bitcoin. Ils comprendraient pas mes arguments pour pourquoi je défends Bitcoin. Donc, je considère que je suis quand même Maxi simplement parce que pour moi, c'est Bitcoin. Je parle que de Bitcoin, découvre Bitcoin, on parle que de Bitcoin. Et même si ça peut m'arriver dans un bar de parler crypto, c'est pas ce qui me passionne. Donc, je considère que je suis Maxi, ouais. Tu as fondé Découvre Bitcoin. Tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que Découvre Bitcoin? Ouais, Découvre Bitcoin, c'est une boîte qui font de l'éducation sur Bitcoin à grande échelle. Donc, notre idée, c'est vraiment de démocratiser l'objectif, c'est 1 milliard de personnes en 10 ans. Hein. Donc, c'est pas un petit objectif. Pas un petit du tout. Du tout, non. Et du coup, on le fait à travers plusieurs outils. Donc, on accompagne aussi bien des gouvernements comme le Salvador dans leur démarche éducative au niveau collège. Donc, Découvre Bitcoin, c'est vraiment une compagnie multifacette qui fait de l'éducation. Donc, on a un podcast, même 2, un technique, un news que Bitcoin. On a une chaîne YouTube un peu généraliste où on fait des formations. On a une plateforme de e-learning avec 12 formations gratuites pour débutants et experts. On a des tutoriels, des ressources. Donc, vraiment, on essaie d'avoir le maximum de ressources, open source, gratuites, faciles d'accès. Ça, c'est pour que les gens l'utilisent. Et à côté,
On essaie de coordonner des communautés dans le monde. En France, on a 46 communautés Bitcoin qui se sont créées avec des meet-up réguliers. Les fameux Bitcoin meet-up. Exactement, qu'on a essayé de pousser et ça a marché, donc je suis très fier du résultat. Et puis pareil, maintenant, ma nouvelle phase, c'est un petit peu l'avancée de la plateforme, qui est pour moi, enfin je crée une université quoi, et le Salvador, où là j'ai la chance de pouvoir accompagner le gouvernement, et ça c'est quand même fun. On t'a vu donner des cours carrément de Bitcoin au Salvador, Ouais, dans des écoles, etc. C'est ça le truc assez ouf, donc au Salvador concrètement, j'accompagne le gouvernement et donc le ministère de l'Éducation dans la démocratisation du Bitcoin au niveau des collèges, lycées. Et concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on installe dans chaque école du pays un nœud Bitcoin Lightning, un nœud pour que les étudiants puissent le voir, se connecter, puissent comprendre, puissent expérimenter. On installe également un ATM, donc un distributeur Bitcoin Lightning. Donc les étudiants mettent des pièces de 5 centimes, 20 centimes, 1 euro, et ils récupèrent des SAT sur leur portefeuille Lightning. Et en fait, notre but, c'est de se dire, bon, si on sait faire ça, concrètement, on va avoir plein d'étudiants qui vont mettre leurs 5 centimes, 10 centimes, parce qu'ils ont pas 50 euros, tous les jours dans la petite machine. Ils vont récupérer 45 centimes de SAT, ils vont aller acheter un petit café, ils vont aller acheter des petits bonbons à côté. En utilisant le SAT. Exactement. Et du coup, ça crée une économie circulaire qui vient des élèves vers les commerçants. Et c'est plus des Européens qui viennent en mode bonjour, installe mon portefeuille, je veux te payer. C'est les locaux. Et ça peut permettre à la fois une adoption donc bottom-up, du bas vers le haut, mais également qu'ils s'intéressent à ça, qu'ils apprennent l'entrepreneuriat, qu'ils apprennent la responsabilité financière. L'épargne, bien sûr. L'épargne, c'est tout un package et notre but c'est vraiment de se dire à la population, vous avez la chance d'avoir un truc, nous on vous accompagne, on vous donne les outils, il faut que vous les appropriez et vous faites du Salvador une belle nation, tu vois, enfin une nation Bitcoin. Donc c'est tout un programme quand même, donc découvre Bitcoin. Je rappelle quand même qu'il y a toute une université totalement gratuite. Hein, ouais, c'est ça, 12 formations, ouais, 100% gratuites. Vous en avez pour 200 heures de contenu. Hein, c'est quoi le site internet ? Alors, ça s'appelle Sovereign University, parce que désormais, on a internationalisé, on est en français, anglais, espagnol, allemand, italien. Waouh, ok. Et mais si c'est trop dur, sovereignuniversity.org. En fait, sur Découvre Bitcoin, vous avez les liens. Et on le mettra en description de l'épisode, bien entendu. Découvre Bitcoin, le site français reste la référence. T'as ouvert quand Découvre Bitcoin, donc en même temps que Stacking Sat ? Il y a 3 ans. T'es content ? Je suis très content. C'est des phases, il y a eu des hauts et des bas, surtout quand on est tout seul. Je suis tout seul créateur. Il n'y a pas de co-créateur, tu vois. Donc c'était assez dur. Enfin, il y a eu des périodes dures. Là, aujourd'hui, on est plus nombreux. Ça marche bien, il y a les projets qui se concrétisent, donc je suis très content. Ouais. Combien vous êtes maintenant ? Je dirais que dans la core team, on est 5 ou 6, vraiment à bosser tous les jours, à s'investir pleinement. Après, je dirais qu'il y a 5 autres personnes qui bossent par-ci par-là, quelques fois par semaine. Besoin, etc. Et après, on a beaucoup de bénévoles, donc ça c'est une vraie force. Je pense qu'il y a 40 bénévoles, c'est-à-dire que si je demande... Ah oui, c'est quand même... ok, c'est... En fait, si je demande à quelqu'un, j'ai besoin d'un traducteur, si je dis, on a un texte, il faut vérifier les fautes d'orthographe, bon, il y a ChatGPT, mais bon, dans l'idée, si jamais j'ai besoin d'aide... Il a fait gagner du temps, ChatGPT, quand même. Énormément de temps, t'imagines même pas. Et c'est un truc de ouf, les IA. C'est une autre discussion, mais c'est un truc de ouf. Et ben voilà, mais en gros, les bénévoles, les gens, notre communauté, en fait, est extrêmement... ils ont beaucoup de gratification contre Bitcoin, enfin ils nous aident beaucoup, ils sont très contents de nous aider, donc si on a besoin d'eux, ils répondent présent, et c'est une vraie force. C'est incroyable, c'est top. Ouais. Est-ce que tu as une petite citation qui t'accompagne dans la vie ? Alors j'ai peut-être j'en ai plusieurs que j'aime bien, mais récemment il y en a une qui m'a un peu plus marqué, c'était chaque génération crée un nouveau monde et voit l'ancien monde mourir. Okay. C'est un peu bizarre, mais quand je l'ai vu, c'était un livre d'IA, une BD. Et en fait, c'était assez fou parce qu'en fait, c'est vrai, moi, je vais voir un monde que mes parents n'ont jamais vu et que ma grand-mère ne peut même pas imaginer. Et elle est en train de voir son monde mourir et un nouveau monde se naître. Et en fait, quand je vais voir les jeunes, quand moi j'aurai 45 ans, ils vont naître dans un monde que je ne connaîtrai jamais. Et moi, je vais voir mon monde mourir. Et en fait, je trouve que c'est vachement beau de se dire que à chaque génération, c'est complètement différent. On reste humain, on reste avec les mêmes biais cognitifs, on reste avec les mêmes défauts que l'être humain a. Mais pourtant, on refaçonne à chaque fois un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin, mais je l'ai trouvé très belle cet été. Et voilà, c'est bizarre, mais je dis c'est celle-ci, tu vois. Pas de problème, non, c'est effectivement c'est une belle pensée et oui, au moins il y a toujours un renouveau qui se fait de l'innovation. Et dans Bitcoin, on peut l'allier, c'est finalement moi je dis toujours que Bitcoin va
être adopté de façon générationnelle. Donc en fait, ce seront les anciens qui vont partir à la retraite, ceux de 40 ans qui ont à peu près compris qui vont prendre les postes plus importants, ils vont être plus sympas, et c'est les jeunes qui ont compris, qui vont arriver à 20, 25 ans, 30 ans et qui vont être la force. Et du coup, ça veut dire qu'on aura une acceptation beaucoup plus forte parce que la résistance est partie. Et tu rajoutes une génération de plus, c'est ceux qui ont grandi avec Bitcoin qui sont désormais au pouvoir, et les jeunes, c'est normal qu'il y ait Bitcoin. C'est normal pour le Bitcoin. Donc tu planes sur d'ici 30 ans, c'est un peu ça? Ouais, moi je pense que dans 10 ans, on se retrouve avec des grosses révolutions et c'est le bordel. Okay. Mais dans 30 ans, Bitcoin est instauré comme étant un truc mondial, quoi. Bitcoin est installé et ne bouge pas, quoi, d'ici. Exactement. On réalisera pas qu'on utilise Bitcoin et ce sera juste dans nos styles de paiement, dans nos infrastructures. Et c'est comme ça que ce sera. C'est genre, il y avait une phrase sympa à la fin de la conférence, c'était qui sont les internetiens? Qui sont les gens qui ont poussé Internet? Quand ils faisaient des conférences en mode voici comment on crée Internet. Bah, en fait, aujourd'hui, on les connaît pas. De la même façon que nous, on va plus nous connaître plus tard. On va pas dire tiens, vous vous souvenez, Roxy, il faisait une conférence sur Bitcoin. C'est en mode, c'était un bitcoiner. C'est quoi un bitcoiner? C'est un mec qui était fan, c'est un dollariste, c'est un euroïste. Genre, tu vois, et ça va juste. Je vois exactement le style. Ok. Bon, on espère quand même qu'il y ait certaines personnes qui perdurent à travers les âges via leurs enseignements, bien sûr. Mais ok. Est-ce que tu te rappelles, c'est quand que tu as acheté tes premiers Satoshi? Ouais. J'ai FOMO, hein, moi. J'ai FOMO tout on a tous. Mais c'était une expérience, hein. Putain, c'était chaud parce qu'en gros, j'étais au Canada, sauf que je suis français. Et du coup, les comptes Coinbase, parce que j'ai suivi bêtement Coinbase, il était canadien, sauf que la pièce d'identité est française. Donc, ils m'ont bloqué mon compte. Donc, je passe par le service support. En même temps, je vois le prix qui fait 1 000 € tous les jours à la hausse. Donc moi je suis en mode c'est quoi ce bordel? Moi je voulais acheter, maintenant je peux pas, nanana. Et Coinbase ils ont mis 6 semaines ou 8 semaines à te répondre. Et c'est ça, et donc finalement j'ai dit à mon frère, ok, crée un compte en France, tu déposes, je te rembourse, t'achètes pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai acheté mes tout premiers Bitcoin. Tu te rappelles de la date un petit peu? Début novembre 2017, enfin vers ces eaux-là, entre novembre et décembre 2017. Plein pic du bull run, enfin pas le pic mais haut quoi. Qui n'a jamais FOMO, tu vois. Celui qui me dit qu'il a jamais FOMO, c'est un mytho. Tu utilises toujours aujourd'hui les services bancaires traditionnels? Ouais, alors moi ils m'ont bloqué mes comptes, hein, donc je raconte assez souvent, mais ils ont bloqué tous les comptes de DB et de mes premières boîtes parce qu'on faisait du Bitcoin. Découvre Bitcoin? Ouais, DB, Découvre Bitcoin, c'est plus simple internationalement. En gros, Société Générale, Crédit Mutuel, CIC, ils ont bloqué nos comptes. Même la Société Générale? Ouais, c'était les premiers, après Crédit Mutuel. Et dans tes statuts, c'est Découvre Bitcoin, le nom de l'entreprise? Ouais, SA, ce qui n'aide pas du tout à la cause. Ouais. Mais en fait, c'est même pas le nom. C'est plus les transferts vers les plateformes Kraken, Bitstamp, et c'est ces traçages-là qui sont remontés finalement. Genre le banquier d'affaires était ok, c'est plus l'ordinateur qui repère automatiquement ce genre de nom et qui les blacklist et automatiquement détracé. J'ai les diplômes de l'AMF, donc je sais un peu comment ils essaient de te tracer. Mais ouais, du coup aujourd'hui je continue quand même. Ça s'est réglé, j'ai trouvé des solutions. Je l'utilise, j'essaie de faire un maximum de trucs en Bitcoin. Donc aujourd'hui, je suis payé en Bitcoin. On a une grande majorité de notre chiffre d'affaires qui est en Bitcoin. On paye nos contributeurs en Bitcoin. On vend notre marchandise en Bitcoin. On l'achète en fiat. Donc c'est un bordel de compta, sans nom. Mais j'ai toujours les deux, évidemment. C'est impossible d'être que Bitcoin. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et au Salvador, c'est comment? On peut être que Bitcoin au Salvador? Tu peux, mais c'est un mensonge. Dans le sens où, ok, si tu t'installes dans un hôtel qui accepte Bitcoin et tu manges dans les 3 restos qui acceptent Bitcoin et tu prends un donc taxi. Tout le monde n'accepte pas comme on peut le penser, que tout le monde n'accepte pas Bitcoin. Pas tout le monde accepte Bitcoin, je dirais même que c'est une très très grande majorité qui n'accepte pas Bitcoin. Il y a quasiment aucune adoption là. Beaucoup de fake news quand même alors, parce que moi je pensais que là aujourd'hui tu arrives au Salvador et tu peux partout utiliser Bitcoin. Non, c'est la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que quand ils ont lancé Chivo et la loi, tout le monde acceptait Bitcoin. Et ensuite, le bear market est arrivé, il y a eu un désintérêt total, il y a eu plein de problèmes sur leur application Chivo, le portefeuille qui était étatique. une vraie black totalement fermée. Enfin, exactement, c'est pas open source, on savait pas trop, ça marchait pas bien, on perdait de l'argent parce que c'était pas compatible Lightning, enfin bref, c'était un petit bordel. Et du coup, il y a eu une méfiance de la population, le bear market a fait qu'ils ont pas compris qu'ils ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat, enfin de leur quantité en Bitcoin par rapport au dollar. Et du coup, au final, de l'année dernière, quand je suis retourné, 50% en moins acceptaient Bitcoin. Donc il y avait vraiment moins d'adoption, moins de personnes. Et là, cette année, j'y étais un mois et je viens de revenir, il y avait encore moins de personnes. Donc je pense qu'on a vraiment atteint le bas. Ça veut dire que si tu peux peut-être trouver un taxi sur 5 qui va accepter Bitcoin, tu as des hôtels qui acceptent, dans le centre commercial, dans le centre un peu
internationaux, ils acceptent. À Horizonte, ils acceptent. Maintenant, quand tu vas dans un endroit reculé, quand tu vas dans un endroit qui n'est pas Bitcoin marketé, ils vont pas trop l'accepter. Donc il y a un peu cette misconception. Ce qui est très bien avec le Salvador, si on devait faire un petit point, c'est simplement que l'adoption de Bitcoin descend. La sécurité a augmenté de façon incroyable. Le pays est devenu safe. Bukele a réglé le problème de la criminalité. C'est assez ouf. Grâce à Bitcoin ou pas du tout? Pas grâce à Bitcoin, mais Bitcoin aide au développement global du pays. C'est-à-dire qu'il a fait un coup très fort en mettant beaucoup de gens en prison. Mais c'est passé concrètement. J'ai un Salvadorien avec qui je bosse. Il m'explique qu'avant, tous les ans, 10 personnes qu'il connaissait mouraient. 10 personnes, dont un très proche. Et c'est pas mourir de vieillesse, quoi. Non, il rentre et il tire sur ta famille dans ta maison. On est sur ce genre de truc. Tu te marches dans la rue et t'es 2, t'es 1 à la fin, quoi. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, c'est 1 personne par an. Alors, tu vois, l'ordre de grandeur est tel que les gens, ils ont repris espoir à sortir dans la rue, ils ont repris espoir à créer des business parce qu'ils vont pas se faire racketter, ils ont pris espoir à, peut-être on a un nouvel élan. Et ça booste l'économie drastiquement. Le président met beaucoup en infrastructure et en même temps, Bitcoin vient apporter tout un élan de tourisme, d'investissement extérieur. Donc, tu sens vraiment que le pays se développe de ouf. Il y a 10 fois moins d'armes qu'il y a 3 ans. Bitcoin, c'est une pierre en plus. C'est quelque chose qui accélère. C'est un step by step, quoi. Ce qui est en train de se passer petit à petit. Les fondements changent centimètre par centimètre, mais ça bouge, quoi. Clairement, tu vois, d'année en année, là, toutes les routes ont été refaites, ça pousse en infrastructure, le nombre de projets Bitcoin est en explosion, les lois sont claires, c'est 0% de taxes pendant 15 ans, si t'es une boîte Bitcoin, 0% pendant 15 ans, c'est un peu compliqué à battre, quoi, quand même. Je vais aller ouvrir une boîte là-bas, je pense. Et voilà, donc il y a beaucoup de Bitcoiners qui y vont, donc tu sens qu'il y a de plus en plus d'engouement, même moi, tu vois, pourquoi je suis là-bas? Parce que le gouvernement m'autorise à faire ça, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec le ministère de l'Éducation, où il me donne carte blanche pour faire ce que je veux dans 6000 écoles. Personne ne donnerait ça, mais c'est parce que ils sont en mode Bitcoiner, venez, et seulement Bitcoiner, ils sont maximalistes là-bas. Ils sont maximalistes là-bas? Ouais, ils sont maximalistes. C'est sympa. C'est vraiment maximaliste, c'est très mal vu d'être crypto. D'être crypto, ok. T'as pu rencontrer Bukele? J'ai pas rencontré Bukele, moi je suis beaucoup avec Stacy et Max, et Ibrahim, qui est le frère de Bukele. Mais donc là-bas au Salvador, c'est des maxis, quoi. Ouais, c'est des maxis. C'est trop sympa. En fait, c'est Stacy et Max qui sont pas en charge, mais qui peaufinent un peu le truc, avec le Bitcoin Office, ça s'appelle. Et du coup, c'est eux pas qui décident, mais c'est eux qui font en sorte qu'il y ait une sorte de démocratisation globale du Bitcoin. Et donc, ils accompagnent aussi bien Mi Primaire Bitcoin dans les écoles. Nous, on arrive d'un point de vue plus technique. Mi Primaire Bitcoin fait de l'éducation de base à tout le monde. Nous, on arrive sur une éducation un peu plus poussée techniquement. Et puis voilà, c'est eux qui vont faire les volcanobonds, c'est eux qui vont essayer d'avoir des mineurs, c'est eux qui vont essayer d'avoir tout cet engouement. Mais si t'es vraiment crypto, tu vas peut-être y aller, mais tu vas être embêté. T'as pas les portes ouvertes. Ah ouais? C'est beaucoup moins simple. Alors regarde, typiquement, là je suis habillé avec un t-shirt avec un gros logo de Bitcoin, mais par contre en dessous il y a marqué crypto. Ouais. Ça passe ou ça passe pas là-bas? Tu peux passer, mais si tu veux t'installer, si tu veux avoir l'apport du gouvernement et si tu veux qu'il collabore avec toi et qu'il te fasse jamais chier, tu seras peut-être changé par le Bitcoin Daily, quoi. Bitcoin Daily, ouais, c'est ça. Tu sais qu'au début, je voulais faire un truc Bitcoin Daily. Il n'y a pas assez de news. Il n'y a pas assez de news. Non, je suis d'accord, il n'y a pas assez de news. Il n'y a pas assez de news, donc c'était... C'est trop petit. Enfin, c'est trop tech, c'est trop petit, ça marcherait pas, tu vois. Oui, c'est ça, et tout de suite, on perd du monde. Donc, j'en profite pour le rappeler, mais moi, mes idéaux sont quand même très très proches du Bitcoin maximalisme. Bien entendu, le Crypto Daily reste ouvert à tous. On a un Bitcoin en logo, mais voilà, on parle de toutes les cryptos qu'on aime ou que je ne les aime pas. C'est pas heureusement, c'est pas le but. Et tu vois, moi je suis un maximaliste gentil parce que j'accepte de venir et ça me dérange absolument pas de parler avec tout le monde. Merci d'écouter le Crypto Daily. C'est quoi ton principal objectif à 2 ans, 10 ans avec Découvre Bitcoin? 10 ans, c'est 1 milliard de personnes. 2 ans. À 2 ans, c'est plus dur. Non, 2 ans. 200 000. Non, dans 2 ans, j'aimerais quand même que la plateforme, donc notre université soit... Sovereign University. Ouais, Sovereign University soit vraiment pas parfaite, mais très, très avancée. Donc on a 12 cours. J'aimerais bien monter à facilement 30 ou 40. On a 5 langues. Dans 2 ans, j'aimerais bien avoir une centaine de langues. Okay. Une centaine de langues. Ouais. Et j'aimerais bien commencer à avoir le premier campus, 1 ou 2 campus.
Donc ça c'est possible parce qu'en fait on a beaucoup d'aides communautaires partout dans le monde. Éducation first. C'est ça, parce qu'en fait le bull run il va arriver, on va se retrouver avec tellement de personnes qui d'un coup veulent devenir riches, donc on va devoir les éduquer. Si on veut plus d'infrastructures, il faut plus de devs, il faut plus de personnes qui sont techniques, et même si c'est la crypto, c'est le même problème, hein. Je veux dire, si vous voulez que votre protocole il marche, vas-y qu'il faut en créer des gars, quoi. On parle d'une infrastructure bancaire pour 7 milliards de personnes, ça se crée pas en un jour. Et pour pouvoir l'améliorer, il faut des gens qui arrivent sur le marché, et ces gens-là doivent être qualifiés. Donc t'as pas de secret, hein. Si tu veux une adoption de masse, si tu veux que les gens utilisent Lightning partout, peu importe ce que vous l'utilisez, il va falloir éduquer et former des gens pour créer les solutions nécessaires. J'aimerais rentrer vraiment dans les débats qu'on a aujourd'hui intra la communauté Bitcoin. Pour toi, Bitcoin, c'est fix the money, fix the world ou un Dropbox décentralisé? C'est une bonne question, ça. Le premier, c'est plus celui que je dirais. Pour moi, c'est fondamental. C'est genre, il y a un problème. Si on arrive à changer la monnaie, on peut changer le monde. Et quand je l'ai compris, c'est là où j'ai dit, ok, je fais que du Bitcoin, tu vois. Enfin, je fais que je suis temps plein, quoi. Le fameux terrier. Ouais, le terrier, tu tombes dedans et après tu creuses. Mais en fait, de fix the money, fix the world, c'est vraiment comprendre que la monnaie est à la base de toute notre société. En fait, c'est même avant la parole, c'est vraiment le fondement de pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble, pourquoi est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on a notre bière là, tu vois. Mais en fait, c'est finalement la monnaie qui est le langage de base qui va permettre qu'on ait cette bière. Et on peut peut-être parler, mais si on parle pas, on pourrait quand même l'avoir. Mais si on peut pas échanger de la valeur, si on peut pas communiquer sur une valeur à travers le monde, la bière, elle va jamais être créée. Donc en fait, si tu te dis que la monnaie, c'est vraiment le premier maillon de communication de notre civilisation, tu te rends compte que tout est construit au-dessus. Et si ce truc est corrompu, c'est comme si notre pyramide elle était sur du sable. C'est un peu con parce qu'elle est déjà sur du sable, la pyramide. Le château est sur du sable. Donc la base de la pyramide, c'est du sable. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va tomber. Mais c'est ça. Et en fait, si tu la changes, on peut reconstruire de façon plus sereine tout le reste. Donc c'est pour ça. Et donc ton point de vue sur les ordinals? C'est là, on va pas les changer. Aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que le volume a fait moins 93% ou 17%. Donc la hype est vraiment montée, descendue. Il y a quelques jours, on était toujours quand même à près de 50% des transactions dans les blocs qui sont des ordinals. Alors il y a énormément de transactions. Par contre, le volume total a complètement chuté de 97%, 95 ou 13, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils vont pas disparaître. Même si ça n'a aucun sens ou qu'on pourrait faire mieux, ça a le mérite d'être là. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les ordinals ont signé la fin de la période au bloc à 1 sat. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, quand on fait une transaction Bitcoin, on paye notre frais et on peut choisir le nombre de sats. Et donc 1, c'est le minimum. Et des fois, on dit que ça explose et que c'est super cher. Mais 1, c'est vraiment pas cher. Et pendant 2 ans, là, c'était à 1 régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûtait quasiment tellement 0. Rien, oui, ça coûtait 15 centimes une transaction Bitcoin, quoi. C'est vrai que là, récemment, ça a un peu augmenté le C'est ça. prix. Et je pense qu'en fait, c'est fini l'époque où on aura 1. On aura toujours, comme aujourd'hui, 3, 4. Okay. C'est pas beaucoup, 3, 4, mais ça fait que ta transaction, elle passe de 15 centimes à 60 centimes, 70 centimes. Tu vois, c'est quand même... Pour un mineur, c'est un x4 de sa rémunération. Déjà. Exactement. Et pour nous, c'est un x4 du prix. Alors tu te dis oui, c'est toujours que 60 centimes. Mais parce qu'on a un Bitcoin à pour le prix. Mais tu vois, ça, on peut parler en sat si on veut. Mais tu vois, c'est ça. Mais ça veut surtout dire qu'en fait, il y a une époque avant et après les ordinals. Il y a une époque où avant, on pouvait encore faire des blocs vides. Aujourd'hui, t'as plus aucun bloc vide. T'auras plus jamais un bloc vide. Parce que si un bloc est vide, il y a un mec qui va mettre un ordinals dedans parce qu'il peut payer pas cher. Et en fait, ça, je pense que c'est un truc qu'on n'avait pas tous prévu, ou alors on pensait que ça arriverait plus tard. Dans notre discussion, on se dit toujours, ouais, quand est-ce qu'on fait ça? Ok, enfin, pas quand on le fait, mais quand est-ce que ça va arriver? Et on pensait 5 ans, 3, 5 ans, peut-être 10 ans, enfin non, 3, 5 ans. Et là, en fait, c'est maintenant, et on l'a pas prévu, et du jour au lendemain, terminé, les 1 sat, ça n'existe plus. Tout ce qui va être niveau stockage, ça te dérange pas d'avoir une chaîne potentiellement surchargée, de la difficulté d'avoir un node et de garder SegWit up dessus, ça t'inquiète pas? Ouais, alors on en a beaucoup parlé dans nos différents space techniques. Le dimanche à 19h, c'est ça? Ouais, c'était le dimanche, et puis après il y a le space cake le mercredi, mais là c'est tellement technique que même moi des fois c'est mon day off, quoi. Le mercredi, ils sont compliqués. Ah, ils sont très compliqués. Bon, en gros, oui, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde, parce que c'est dans le witness qui est dans le block header.
Bon, c'est compliqué, renseignez-vous si c'est nécessaire. Mais concrètement, ça fait que ça augmente pas exponentiellement très vite, ça fait que ça va augmenter, mais pas non plus de façon ingérable. Ça fait chier pour l'Afrique, ou pour les pays qui en ont besoin, pour le bloc download initial, mais tu as des solutions, tu as des alternatives. Donc on n'est pas du tout sur un truc critique, on n'est pas du tout sur quelque chose qui vaut la peine qu'on change le code ou qu'on se batte activement. C'est juste, bon, c'est dommage, j'ai renversé 1/10 de ma bière, quoi. Enfin, même pas, c'est genre, voilà, c'est... Bon, on fait chier, j'ai renversé un peu de bière, mais t'as toujours ta pinte, quoi. Et tout ce qui va être le secteur d'attaque, que ça a réouvert un petit peu, ça a toujours été là, mais que ça a vraiment remis en exergue, avec notamment, on va en parler, hein, les immondices qu'on peut voir dans les ordinals, qui vont être des images bien sûr. pornographiques, pédopornographiques, comme tu dis, etc. En fait, on peut toujours le faire, et on peut le faire pire. Donc en fait, autant le mettre en ordinal que le faire de façon pire. Tu vois, tu pourrais le mettre dans le bloc où tout le monde l'aurait. Là, c'est dans le block header où t'es pas obligé de l'avoir. C'est-à-dire que quand tu télécharges la blockchain, tu peux décider de récupérer les ordinals ou pas. Alors que tu aurais pu le faire d'une façon, et tu peux encore le faire d'une façon, où tu donnes pas cette option, et c'est juste, tu le télécharges, et tous les nœuds du monde ont ça. Et il y a déjà le cas, genre il y a déjà des trucs dégueulasses sur tous les nœuds du monde. Finalement, c'est pas un débat dans le sens où on peut rien faire, et tu peux le faire partout. En fait, tu peux le mettre sur toutes les blockchains, et à partir du moment où Bitcoin est censé être non censurable, c'est le protocole. Enfin, c'est des 0 et des 1, quoi. Si tu veux récupérer l'image, là, tu deviens un petit peu criminel. Si on parle de trucs vraiment dégueux, parce que là, tu fais la démarche toi-même d'aller prendre ces 0 et 1 et de les décrypter d'une façon spécifique qui te permet à la fin de rassembler ce truc qui n'est pas légal. Ça veut dire que il est possible d'avoir un monde dans lequel on a un node Bitcoin full, de valider des transactions, mais ne pas être coupable de valider des échanges d'images pédopornographiques, etc. Exactement. C'est possible. C'est comme si tu dis, j'utilise Internet, il y a ces images sur Internet, mais finalement, c'est pas moi qui le transmets. Moi, je suis juste un routeur. J'ai pas les tuyaux, tu vois. Je suis un tuyau, je suis pas le gars qui stocke. Même si t'as la possession du node sur laquelle la transaction est validée, etc. Mais ça va être un débat qui va être joué en justice, ça, c'est sûr. Parce qu'ils vont essayer de nous attaquer. Si un jour ils veulent détruire Bitcoin, ils vont dire, regardez, la planète, c'est la planète. Et en plus, les images. Ils floutent des images. Enfin, tu es la CIA, tu balances plein d'images, et après tu dis à tout le monde, regardez, le nœud est blindé. Et c'est pour ça que les développeurs Bitcoin Core, ils ont tout de suite, très vite, et tout le monde a toujours dit non en disant, on mettra jamais de vidéos sur notre blockchain, on mettra jamais d'images brutes. On peut mettre très 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 peu d'informations pour empêcher et complexifier cette chose. Alors que Bitcoin Satoshi's Vision et Bitcoin Cash, on sait qu'il y a des vidéos qui sont accessibles. C'est des vidéos entières. C'est pas des 0 et des 1 qu'il faut aller chercher dans 4 blocs différents et reconstituer. Chez BSV, au moins, ils ont de la place dans les blocs. Ils ont la place, donc ils peuvent mettre des sacrées conneries, quoi. Mais c'est un vecteur d'attaque. C'est un vecteur d'attaque plus social et de non-compréhension du protocole. Et voilà, on se défendra en disant non mais en fait c'est comme si vous dites il faut arrêter Internet parce qu'il y a des gens qui l'utilisent mal. J'aimerais aussi qu'on parle toujours du côté des ordinals, mais du fait, on en parlait, de la rémunération des mineurs. Est-ce que c'est pas une solution, le fait qu'on ait maintenant des ordinals, des digital artefacts sur Bitcoin, qui va un peu répondre à la problématique ok, mais dans 100 ans, est-ce qu'il y aura encore des mineurs qui vont sécuriser, vu qu'ils gagnent plus d'argent, ou si le prix du Bitcoin n'a pas monté, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Absolument. Et il y a un mème que j'aime beaucoup, c'est en mode, oups, oui, on a de façon accidentée réparé le problème des mineurs, tu vois. Concrètement, on l'avait pas vu, on l'avait pas prévu, et du jour au lendemain, c'est en mode on avait un problème de game théorie monétaire. Alors il y en a qui diront que c'est pas un problème, mais bon, on avait quand même cette petite épingle dans le pied, et là c'est en mode c'est réglé, quoi. Enfin, il y a des mecs qui vont mettre des images pour payer les mineurs. Donc, problème réglé, les mineurs gagnent plus d'argent. Et comme je disais, on arrête d'avoir des blocs à 1, on arrête d'avoir des blocs vides. Donc, désormais, les mineurs gagnent déjà plus. Et ils vont gagner de plus en plus parce que si demain, c'est plus 4 le moins, mais ça devient 12, ça veut dire qu'à chaque fois que c'est 11, tout le monde le remplit. Ça devient pas cher. Mais du coup, ça veut dire que les mineurs, ils auront toujours 12. Et puis, ça va monter comme ça progressivement d'année en année. Et à un moment, on se dira, les mineurs, ils gagnent beaucoup. Genre, grâce aux ordinals, beaucoup de fois, désormais, les blocs ont plus d'argent en récompense de frais que de blocs. Que ce qu'ils ont offert, bien sûr. Et ça, avant, c'était très très rare. Voire c'était arrivé qu'une seule fois en 13 ans. Et maintenant, ça arrive plus souvent. Et ça va arriver de plus en plus souvent avec le prochain halving qui va arriver. Exactement. Un truc qui me fait marrer avec les ordinals, c'est, et je te pose la question à toi, combien est-ce ils vont payer pour inscrire un ordinals sur le bloc du halving?
Ça va être très cher. Ça va être très cher. Alors, je vais comparer un petit peu, tu vas peut-être grincer des dents, mais avec ce qui s'est passé sur le merge d'Ethereum. La personne, il y a quelqu'un qui a minté un NFT donc sur le bloc du merge à une somme, mais je crois c'était pour $150 000 de frais, c'est des sommes de dingue. Donc, je pense que ça va être le bloc du merge. Tu fais quelque chose pour le halving ? J'ai pas prévu encore. Alors il y a des soirées, il y a une soirée au Salvador et on voulait à la base organiser un festival de musique au Portugal. Ouais, et en fait on voulait que ce soit un festival de musique vraiment juste grand public, mais ils utilisaient Bitcoin. Donc c'était une façon Full de... Bitcoin. En fait, l'infrastructure c'est Bitcoin, mais les personnes qui sont au festival pas des Bitcoiners, c'est des gars normaux. Tu vois, on crée un festival techno, mais juste on veut tester l'infrastructure Bitcoin dans un environnement hostile. Donc on met que des mecs qui s'en battent les couilles de Bitcoin, ils veulent juste danser et boire. Par contre, ils sont pas au courant qu'en fait, ils n'utilisent pas un token dollar de merde sur un bracelet no cash festival. Ils sont en mode full lightning. Mais voilà, donc c'est un peu les deux choix. Je pense que je sais pas, franchement. Moi, je pense que je serai au soft bar. Ouais, voilà, tu vois, je serai peut-être à Paris, je serai peut-être ailleurs. On verra où on sera, mais oui, effectivement, ça va être une belle soirée. Quand même, une petite question un peu de shitcoiner. Est-ce que ça t'arrive de regarder quand même d'autres coins, d'autres projets qui peuvent sortir de temps en temps Par exemple, je sais qu'il y a une crypto que les Bitcoin Maxi trash talk un peu moins que les autres, c'est le Monero. Ouais. Pourquoi ? Deux questions. Alors, pour Monero, je pense que c'est parce qu'il respecte la privacy quasi absolue que ça offre. Et c'est un peu en mode, on sait que l'un des premiers problèmes de Bitcoin, c'est la privacy. Alors il y a des solutions, un mixage, Lightning, etc. Mais la simplicité de Monero est quand même non négligeable. Donc on tolère. Et c'est une communauté qui est très proche de nos valeurs, de vie privée. C'est vrai que les deux restent assez proches quand même. Je les vois dans les meet-up. Ouais, tu vois, c'est anarchie, c'est fuck l'État, c'est les hardcore, c'est Shoot vraiment... the bank. C'est vraiment, c'est les samouraïs, c'est vraiment les ninjas. Bref. Du coup, on les tolère principalement, je pense, que par rapport à la philosophie et parce que leur coin, on donne un mérite. Après, aucun bitcoiner va mettre toute son épargne en Monero et les Monero boys ont quand même une différenciation, quoi. Par rapport à la première question, très rarement, j'essaie de me tenir un jour de Cardano. Simplement parce que j'avais du Cardano à l'époque et que j'ai des potes qui sont à fond Cardano, donc quand je les vois, ils sont de catch-up. Ethereum, parce que les gens m'en parlent, même si j'ai pas envie qu'ils m'en parlent. Et en plus, ils doivent te faire chier avec. Et après, non, les dramas, tu vois, ce sera plus des mauvaises nouvelles, mais quand Curve a des problèmes, ou c'est pas Curve, ou quand AV, ou quand les trucs ont des problèmes, je regarde et je suis en mode, ouais, les gars, ça va péter, tu vois. Quand Tether va exploser, je vais être en mode, les gars, je vous ai un peu prévenu que Tether allait exploser. Donc, à un moment. Ok, très clair. C'est quoi le Web3 ? Voilà, ça c'est la méchante. Ça fait toujours grincer des dents les bitcoiners cette question. Le Web3 c'est un paquet de tissus de bullshit pour essayer de faire un Web 2 où ils vont réussir à prendre ton argent mais d'une autre façon, tu vois. Ils essaient de se remplacer en mode avant tu payais directement, maintenant tu me payes mais indirectement. Concrètement, et tu rajoutes un VC au milieu avec d'autres trucs. Un bon petit VC. Ouais, non, je vois pas vraiment l'intérêt, tu vois, il y avait un panel là sur Web3 et médias, la question qui a été posée par l'audience c'était en mode mais je comprends toujours pas pourquoi vous avez besoin du Web3 ou des tokens, vous pouvez faire la même chose sans, tu vois, moi j'avais été un petit peu dans la même optique. Donc j'ai quand même du mal, j'avoue que je comprends pas, je vois la hype, mais enfin voilà, je suis en mode peut-être que moi je vois plus installer un réseau comme Bitcoin, Lightning, pair à pair, anonyme sur le Web 2 pour simplement l'améliorer, plutôt que de me dire, tiens, on va essayer de recréer un truc. À la limite, dans ce cas, utiliser Tor, travailler sur des réseaux en hash network, travailler sur d'autres solutions pour que Internet soit mieux. Mais je vois pas en quoi l'appeler Web3, rajouter des tokens ou de la game theory sur un pre-mind ou de la DeFi, ça change quoi que ce soit, à part créer beaucoup de trading et du wash trading et... Enfin, franchement, je suis désolé, mais c'est parce que je pense que c'est parce que j'ai pas assez creusé le sujet. Alors, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de bitcoiners, justement, parce que je sais que ça fait grincer des dents, mais c'est très clair. Mais je pense que j'ai pas assez creusé le sujet. Genre, il faudrait que j'y mette beaucoup de temps. Sauf que, peut-être vous l'avez compris à travers l'interview. Il y en a plus beaucoup dedans. Il y en a plus beaucoup du temps, quoi. En parlant de ça, je te propose qu'on termine l'interview là-dessus. Ah ouais, écoute. Mais avant ça, on a les questions rapides. Les petites questions rapides que tu as lues malheureusement, je pense. J'ai juste vu les questions rapides et j'ai fait ok. Alors, tu me réponds un ou l'autre. Bitcoin ou Satoshi ? Avec un S, Satoshi. Bitcoin. Je suis toujours old school. Sexe ou Dex ? Sexe ? Non. Ah oui. Je sais pas.
Centralized Exchange, échange centralisé ou décentralisé. Ouais, j'aime vraiment le truc. ça sera le meilleur de la démission. Pas mal. Pour ma boîte, c'est centralisé obligatoirement. Et après, sinon, je suis pas forcément décentralisé, mais moi, je le fais beaucoup en pair à pair, en fait. Donc, c'est dans les meet-up où je vends ma marchandise ou alors c'est entre nous, quoi. Holder ou trader? J'ai été trader et aujourd'hui, je suis un holder. Do Kwon ou SBF? Je connais les deux histoires. L'autre, le deuxième. Là, on en parle, il est en prison, il a plus le droit à sa nourriture végane, il a plus le droit à ses médicaments. Exactement. Et moi, je suis tellement content qu'il y ait la justice qui a au moins fait un truc genre. Ouais, il a sûr, été libéré parce qu'il a payé. était chez lui, il était bien. Il était chez lui bien alors sûr. qu'il a volé de l'argent. Là, le fait qu'il soit en prison et qu'il douille, j'ai envie de dire, bon, bah ça, c'est une bonne chose. Dogecoin ou Bitcoin Cash? Dogecoin. DeFi sur Bitcoin ou pas de DeFi sur Bitcoin? DeFi sur Lightning, j'y crois beaucoup plus. Sur Bitcoin, il n'y aura pas. Mais c'est lent, ça marche. Enfin, c'est pas lent, c'est que le développement prend du temps et qu'il n'y a pas d'adoption réelle. Enfin, je veux dire, vous allez faire 0,5% de revenus, donc personne n'y tient, tout le monde s'en fout, quoi. Et la dernière, podcast ou newsletter? Ah, podcast. Eh bien alors Roxy, merci d'avoir accordé ton temps aux auditeurs et à moi. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on en refera une autre d'ici quelques temps. En tout cas, bonne continuation à toi. Bonne continuation et bonne chance pour Découvre Bitcoin. Et on va suivre tes aventures de très près. Bah, merci beaucoup à toi, ça fait un plaisir. Et bah, merci à tous les auditeurs pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre si besoin. Et à la prochaine. C'était Roxy sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.